c'est Clémentine et Lise, coach mindset et coach business, les hôtes du podcast de la loose. Si toi aussi t'en as marre de voir que des success stories sur Instagram sans jamais aucune ombre au tableau, c'est le podcast qu'il te faut. L'objectif ici, c'est de dédramatiser, désacraliser et relativiser les échecs pour enfin se lâcher la grappe. À travers des échanges sans langue de bois, on va te partager les galères des entrepreneurs comme toi et moi. Retrouve-nous tous les mardis pour un nouvel épisode et découvrir la vraie vie des entrepreneurs. Alors, prêt à kiffer l'échec ? Aujourd'hui sur le podcast du La Loose, nous recevons Marielle Cuirassier du compte Et si on avançait ? Entrepreneur depuis 2018, Marielle s'est d'abord lancée en tant qu'experte dans l'organisation et la productivité. Mais au fil du temps, elle a aiguisé ses compétences et elle a pivoté vers un poste d'Online Business Manager, OBM pour les intimes. Aujourd'hui, elle accompagne les autres entrepreneurs à concrétiser leurs projets, à retrouver de la clarté, de l'efficacité et surtout le fameux équilibre que tout le monde recherche tant. À côté de ça, elle forme également les futurs OBM via son programme Projet OBM. Marielle, bonjour, comment vas-tu ? Hello Clémentine, hello Lise, hello tous les auditeurs du podcast de la Loose, ça va super. Merci d'être ici, on est ravis de t'accueillir. Et avant de commencer l'interview, de rentrer dans le vif du sujet, on a un petit jeu à te proposer. Donc un système de questions-réponses, tu réponds soit par oui, soit par non. Si tu as envie de t'expliquer, tu peux, sinon on passe à la question suivante. Est-ce que tu es prête ? Je suis prête. Alors, est-ce que tu as déjà envoyé un mail sans la pièce jointe ? Oui. Est-ce que tu as déjà posté une boîte à questions sur Instagram et obtenu 0 réponse ? Oui. Est-ce que tu as déjà fait une faute d'orthographe dans un mail, un post, peu importe ? Oui. Est-ce que tu as déjà envié ou jalousé, peut-être même détesté une personne qui réussissait quand toi tu galérais ? Non. Est-ce que tu as déjà eu le syndrome de l'imposteur ? Oui. Est-ce que tu as déjà pleuré dans le cadre de ton activité ? Oui. Est-ce que tu as déjà eu envie de tout arrêter ? Oui. Est-ce que tu as déjà remis en question tes choix, tes décisions ? Oui. Est-ce que tu as déjà perdu de l'argent dans une pub, une stratégie, un recrutement, peu importe ? Oui. Et enfin, dernière question, est-ce qu'aujourd'hui tu dirais que tu as tout le temps confiance en toi ? Non. Eh bien, ça sera pas pour aujourd'hui que quelqu'un répondra oui. Personne n'a encore répondu oui à cette question ? Ah ouais. Non. Non, parce qu'on s'est dit le jour où quelqu'un nous dit oui, là on va aller creuser quand même. Il faut qu'on sache quoi, du coup. Bah non. Pas pour l'instant. Très bien. Pas pour l'instant. C'est pas grave. Du coup, lorsqu'on a pris contact avec toi, tu nous as partagé plusieurs looses qui te sont arrivées au cours de ton aventure entrepreneuriale, notamment un lancement à zéro, la fermeture d'un membership, la perte d'un gros contrat client qui t'a obligé à rétro-pédaler un petit peu pour remonter la pente. Donc, on aimerait bien revenir un petit peu sur toutes ces petites looses et peut-être d'autres que tu auras à nous partager si tu en as en stock. Mais avant ça, est-ce que tu peux nous donner peut-être un peu de contexte, notamment par rapport au lancement à zéro ? C'était quand ? Est-ce que ça concernait quelle offre ? Qu'est-ce que tu avais mis en place ? Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là ? Comment on arrive à faire un lancement à zéro ? Et j'en ai eu plusieurs en plus des lancements à zéro. Alors, c'était mes tout débuts. Je venais de me lancer dans l'entrepreneuriat. Jusqu'à présent, je créais du contenu. En fait, moi, c'est comme ça que j'ai commencé. Je créais du contenu. Et à la base, moi, mon but, c'était juste... je m'étais dit, j'étais tombée, je crois, sur... comment il s'appelle ? Olivier Roland, qui parlait de blogueurs pro et de personnes qui arrivaient à monétiser leur blog et qui avaient des petits revenus à côté. Donc jusqu'à présent, moi, Instagram me servait à relayer des articles de blog et puis mon but, c'était d'être super bien référencé niveau SEO, d'avoir quelques pubs et gagner un peu d'argent. Et puis au fil du temps, il y a des personnes qui commencent à me dire « mais tu proposes des accompagnements » et là, je découvre qu'en fait, on peut accompagner des personnes sur le web. Le monde de l'entrepreneuriat en ligne s'offre à moi et je découvre effectivement que c'est possible de vendre des services autour de ça. Donc ça a commencé normalement, j'ai commencé par des coachings individuels, j'avais quelques clients comme ça que je prenais et j'ai décidé de me lancer dans l'infopreneuriat. Vous savez, c'est un peu le truc, tu crées une formation une fois et tu la vends et tu vas avoir du revenu passif. Alors je n'étais pas dupe, hein. Je savais que ça n'allait pas être aussi simple que ça. Mais le côté, parce que dans mes coachings individuels, je commençais un peu à radoter, et puis je sentais que c'était pas ce que je kiffais le plus faire. Et comme je me suis lancée aussi en tant qu'entrepreneuse pour avoir du temps, je me suis dit,
une formation en ligne finalement. Pour les personnes qui n'ont pas le budget pour l'accompagnement individuel, ça me permettrait de pouvoir gagner de l'argent sans avoir à mettre tout le temps mon temps, etc. Donc, je crée une formation en ligne. Je suis une formation pour me lancer là-dedans. Je suis coachée par Aline, la première cohorte de la BSB Academy. En fait, la bêta-test, j'étais dedans en 2020. Et bien sûr, j'ai toutes les clés, j'ai tout ce qu'il faut en fait pour lancer mon programme. Je détermine une stratégie de masterclass. Je crée... Alors, il faut savoir que ma formation, je l'ai enregistrée 3 fois. J'ai fait les slides. Après, j'ai fait une version avec moi où on me voit et j'ai détesté mon regard. Mon regard mentait. J'en parlais à tous mes proches. Je disais, mais je peux pas sortir cette formation avec mon regard comme ça qui regarde je sais pas où. Je l'ai réenregistré sans caméra. Mais du coup, j'aimais pas l'effet des slides. Et je l'ai réenregistré avec un effet de slide que j'aimais plus. Donc voilà, 3 fois ma première formation en ligne, hein, alors qu'elle n'a pas été validée par... elle a été validée par personne, mais elle a été refaite 3 fois. Hein, et voilà. Donc j'ai refait 3 fois. Clémentine, je te vois te marrer, c'est pas sympa. Non, mais j'aime bien tout le cheminement, genre le truc. Vas-y, ça j'aime pas. Enfin, de tout faire et à chaque fois. Ah non, en fait, ça va pas du tout recommencer. Tout ça pour le résultat en plus. Voilà. Donc et du coup je fais une stratégie de masterclass. À l'époque c'est ce qui est en vogue. Je fais une masterclass, il y a plein d'inscrits, c'est génial, c'est cool. Et j'anime ma masterclass, je délivre beaucoup de valeur, etc. Et puis à la fin, il faut présenter mon offre. Sauf qu'à la fin, Marielle qui débute dans l'entrepreneuriat, elle n'a pas confiance en elle, elle n'a pas confiance en son offre. Et je sens que là, je suis en train de perdre mes moyens. Et du coup, c'est un peu... en fait, il y a ça, là, si vous voulez. Voilà, j'ai sorti une formation. Il y a une petite réduction pour ceux qui sont inscrits à la masterclass. Je vous mets le lien là, mais posez-moi vos questions. Et puis, vous avez toujours le contenu gratuit. Je vous force pas... En fait, c'était un discours, vraiment, je commençais à me dire « Oh là là, je suis en train de vendre !» Et du coup, je me suis complètement... Enfin, je donnais pas envie, clairement. T'as pas envie d'acheter mon offre. Tu écoutes ma masterclass. Tu te dis que la fille, en fait, elle t'oriente vers son contenu gratuit. Elle te dit que le contenu payant, c'est vraiment si tu veux, mais t'inquiète, j'ai plein de contenus gratuits que tu peux regarder et tout. Et donc, personne n'a acheté. Et il y avait plein de questions à la fin. Les gens étaient intéressés, etc. Mais personne n'a acheté sur la masterclass. Et je crois que le bilan du lancement au global, j'ai dû quand même vendre 3 formations en dehors de la masterclass. Mais c'était loin de mon objectif initial qui était, je sais pas moi, d'en vendre peut-être 20 ou 15, tu vois, c'était... Et je me suis vraiment... En fait, le fait d'avoir vécu cette masterclass comme ça, d'avoir fait 0 vente, ça a complètement plombé tout mon lancement parce que je commençais à moins en parler, à perdre confiance. Heureusement que j'avais programmé quelques emails qui étaient partis. Je pense que c'est comme ça que j'en ai vendu quelques-uns sur la fin. Et puis voilà, donc 0 vente à la masterclass, 3 ventes par-ci et par-là. Mais voilà, lancement, alors que je devais vivre de mon activité tout de suite, quoi. C'était le lancement de mon lancement à temps plein, sans chômage. Ah oui, c'était vraiment enfin, je vais pas dire le tout pour le tout, mais c'est vraiment, tu sautais dans le grand bain, en fait, et il fallait que ça marche tout de suite, sinon financièrement, c'était compliqué, quoi. Ouais, alors moi, j'avais quand même des économies, mais j'ai pas eu la chance d'avoir un licenciement ou enfin d'avoir quelque chose qui me permettait en fait d'avoir mes droits au chômage. Même après, je crois qu'on pouvait demander, mais moi, c'est jamais passé parce que mon entreprise existait avant. Bref, je n'ai jamais eu droit je n'ai jamais touché mes droits au chômage. Je pense que ça m'a aidée aussi parce que du coup, j'ai toujours su que je devais me débrouiller. J'avais pas de plan B en fait. Et donc oui, quand j'ai commencé à voir que mon premier lancement, alors que moi dans ma tête vraiment c'était j'allais en vivre quoi. Enfin, j'imaginais. Et dans la cohorte dans laquelle j'étais, il y avait des filles qui avaient fait des lancements, elles avaient généré 10K et tout. Donc moi, ça m'avait grave motivée. Je me suis dit, bah oui, moi aussi, tout le monde a validé le produit, tout le monde était là, c'était génial. Mais en fait, je me suis auto-sabotée. Et puis, voilà. Je crois que ce premier mois-là, j'ai dû faire, parce qu'en plus, il y avait plein de paiements. Ils ont tous pris le paiement en 3 fois pour une petite offre à moins de 400 €. Donc, en CA généré sur le moment, c'était pas grand-chose, quoi.
Et c'est marrant parce que du coup, donc ça c'était en 2020 à peu près dans ces eaux-là. Donc c'était au niveau du contexte, on va dire économique, on était pendant le Covid à peu près. C'est là où il y a eu le gros boom justement des formations en ligne, etc. Donc on aurait pu croire que ça allait bien se passer, etc. Et donc l'analyse que tu nous fais aujourd'hui, tu parles d'auto-sabotage, tu parles aussi quelque part de perfectionnisme dans le fait de refilmer plusieurs fois le contenu pour qu'il soit parfait, entre guillemets. Cette analyse, tu l'as aujourd'hui, mais à l'instant T, est-ce que tu as compris ce qui s'était passé ou quelles étaient tes réflexions? Est-ce que tu t'es roulé en boule chez toi et t'as pleuré pendant 18 jours parce que tu avais fait 3 ventes au lieu de ce que tu avais prévu? Ou tu as eu de suite le réflexe d'analyser, de prendre du recul et d'essayer de modifier les choses? L'avantage, c'est que comme j'étais dans un accompagnement, j'ai pu en parler avec d'autres entrepreneuses, ce qui fait que, par exemple, tout de suite, le discours d'Aline ou même le discours, c'était, en fait, on est dans de l'amélioration continue, donc c'est pas parce que ça floppe une première fois que ça détermine toute ton aventure entrepreneuriale. Je pense que ça m'a aidé, mais dans la réalité, moi, ce que je vivais, c'était vraiment, est-ce que je vais vraiment vivre de cette activité, quoi? Parce que moi, mon rêve, c'est revenu passif, c'est ça que tu m'as vendu. Vendre, c'est pas simple. Moi, je voulais juste partager mon expertise et du coup, je me retrouve à devoir faire des masterclass, vendre mon produit et je suis pas à l'aise avec ça, même si j'ai plein de contenu autour de ça, que j'ai un module sur la vente et tout. À l'instant T, j'étais pas capable de le faire et je me demandais vraiment, mais est-ce que j'ai de l'avenir là-dedans? Parce que aussi, il faut savoir, c'est un truc qui vous aidera à comprendre aussi toutes les autres anecdotes que je pourrais partager. Je suis pas le stéréotype de l'entrepreneuse, tu sais, celle qui a toujours rêvé d'être entrepreneuse. Par exemple, mon gros syndrome de l'imposteur, il n'a jamais été lié à mon expertise, il a toujours été lié au fait d'être entrepreneuse. En fait, est-ce que je suis vraiment faite pour ce mode de vie où tu dois toujours être résiliente, parce que moi, le CDI, l'emploi, ça me fait pas peur du tout. Avoir un patron, ça me fait pas peur. Ça peut être confortable pour moi et je n'y vois pas d'inconvénient. Mais dans l'entrepreneuriat, j'ai vu une opportunité aussi de plus de flexibilité, de plus de sens voilà, c'est une belle opportunité que j'ai voulu tenter parce que ça s'est offert à moi. Et du coup, par rapport à tout ça, étant donné que je me posais déjà la question d'être entrepreneur ou pas, en fait, je me suis dit, mais est-ce que c'est vraiment fait pour moi? Premier chiffre d'affaires, je crois que du coup, ça s'élevait peut-être à 383 € ce mois-ci, sans coaching, etc. Et je me suis dit, waouh! Et c'est après, mais parce qu'en fait, avant de démissionner, j'avais quand même pu générer plusieurs SMIC. Je me suis pas lancée juste comme ça, c'est que avec l'individuel, ça marchait bien. En fait, ça marchait mieux. C'est vraiment le côté formation en ligne où là, comme j'ai pas trop assuré, en tout cas avec du recul, je me dis que mon discours, il a plombé vraiment mes ventes. Après, j'ai arrêté de promouvoir. Clairement, si j'en parle pas, qui va acheter, quoi. Donc, j'ai complètement desservi l'offre et vraiment une session d'auto-sabotage sur la fin de ce lancement. Et est-ce que ça t'a refroidi complètement avec le système des formations en ligne ou est-ce que tu as réitéré l'expérience plus tard avec peut-être plus d'assurance, plus de communication ou pas du tout? Tu vois, faut que je me remette dans le truc, mais je crois que j'ai pendant longtemps arrêté. Je crois que je l'ai plus relancé. Je crois que j'en ai plus parlé pendant un petit moment, cette formation. Je l'ai mise de côté. Les quelques personnes, je crois que ce que je faisais, c'est que j'ai recommencé à proposer de l'individuel ou même des formats de groupe. Et je donnais accès à ce programme-là en complément, en fait. C'est ce que j'ai fait. Du coup, les personnes le faisaient. J'ai commencé à avoir des avis sur le programme, mais pas en 100%, du coup, formation en ligne. Et voilà, ça m'a permis de l'améliorer. Et je crois que c'est longtemps plus tard que j'ai sorti un membership avant même de sortir une autre formation en ligne à part entière, quoi. Je crois que ça m'avait... En fait, j'ai eu un traumatisme de la formation sur le moment et j'ai dû attendre peut-être 1 an et demi avant d'en ressortir vraiment une sous un format formation en ligne pure et dure, quoi. Ah ouais, il y a vraiment eu un choc, un choc émotionnel fort. Mais en fait, c'est vraiment à mon retour de congé maternité. Donc ça veut dire j'ai accouché en 2022. Oui, parce que je suis maman au fait. J'ai accouché en 2022 et donc je crois que c'est début 2023 que j'ai ressorti 2 nouvelles formations en ligne. Entre-temps, j'ai sorti un membership où il y avait un peu de programme, mais c'était pas une formation en ligne à proprement parler, quoi. Donc voilà, j'ai plus refait le lancement vraiment de formation depuis. OK.
Et je voulais revenir juste parce que tu as dit quelque chose, enfin moi ça m'interpelle, je me sentais pas entrepreneur, enfin l'identité entrepreneur, c'est comme si c'était pas fait pour toi. C'est quoi? C'est que tu le mettais un peu sur un piédestal? Enfin, c'était quoi les caractéristiques pour toi d'un entrepreneur? Parce que tu as dit la résilience, ou est-ce qu'un entrepreneur, c'est forcément quelqu'un qui rejetait le salariat? Parce que tu as dit: «Moi, le salariat en soi, ça me va bien, c'est Mmh. confortable». C'est quoi l'image que tu avais en fait de l'entrepreneur et qui fait que tu arrivais pas à t'identifier, à ce moment-là? Ben, par exemple, quand je voyais des entrepreneuses ou alors quand je faisais les présentations, même dans la cohorte dans laquelle j'étais, je sentais en fait qu'elles avaient envie d'être entrepreneuses depuis leur plus tendre enfance, qu'elles avaient ce truc de ouais, je suis pas faite pour le salariat, que vraiment le salariat elles étaient en PLS quand elles entendaient parler de CDI, tout ça, c'était une prison, alors que moi, pas du tout. Donc j'avais un peu ce stéréotype, même quand j'entendais des podcasts. Parce qu'à l'époque, je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui se sentaient obligées de tailler le salariat pour promouvoir l'entrepreneuriat. Donc je pense que j'ai fait un gros raccourci en me disant que si j'aime le salariat, c'est peut-être que j'ai peut-être loupé un truc. Et il y avait aussi ce côté, vous savez, il y a souvent des stéréotypes par rapport à des métiers. Et l'entrepreneur, c'est prise de risque dans ma tête. C'est quelqu'un qui est capable de prendre des risques, quelqu'un qui a plein d'idées, quelqu'un de créatif, quelqu'un de passionné, mais vraiment de tellement passionné qu'il est prêt à tout. Et en fait, je me vois pas du tout là-dedans. Et encore aujourd'hui, je ne me vois pas comme ça. Mais j'ai juste fini, j'ai fait un post dernièrement là-dessus pour dire en fait que j'ai fini par me dire que c'est ce qui m'est limité parce que depuis le début de mon aventure entrepreneuriale, je me dis c'est quand que ça va s'arrêter quoi. Genre parce que en fait je me dis mais t'es encore là et tout, genre 1 an, 2 ans, 3 ans, tu vis de cette activité, tu génères du chiffre d'affaires, mais tu sais il y a toujours le moment où non mais à un moment ça va bien s'arrêter parce que t'es pas une vraie entrepreneuse, tu vois. Et c'est fou de se dire ça et j'ai fini par me rendre compte que cette pensée m'a souvent limitée parce que bah en fait j'étais toujours à 20%, j'étais sur la retenue parce que je me disais que en fait ça va sûrement s'arrêter parce que je suis pas une vraie entrepreneuse. Ce que je fais là, ça va peut-être s'arrêter. Et il y a que je pense que c'est depuis je pense ça a été progressif mais il y a que depuis que je suis devenue maman où là je me suis dit bon Marielle, t'es vraiment entrepreneuse là, t'arrêtes tes bêtises. Tu entreprends, tu génères du chiffre d'affaires, tu vis de ton activité depuis bien des années et t'assumes, t'es juste pas le profil peut-être auquel on pense le plus souvent quand on parle d'une entrepreneuse, mais tu existes et tu es bien entrepreneuse, tu vois. Ça a été un processus. Ouais, c'est fou, mais c'est génial, je pense, de partager ça parce que je pense que t'es pas la seule à te sentir comme ça. Et tu vois, moi-même, c'est pareil, j'ai jamais été entrepreneuse dans l'âme. Enfin, je veux dire, je me suis jamais posé la question. Pour moi, c'était abstrait de ouf, tu vois. Donc, pareil, ça vient pas de ma tendre enfance. Mais du coup, je pense que c'est vachement intéressant d'entendre ça et de se dire, ah oui, c'est pas parce que je colle pas à l'image de l'entrepreneur, entrepreneuse classique, entre gros guillemets, que je ne suis pas entrepreneur. Et puis, ne serait-ce que parce que je t'avais suivi déjà quand tu étais maman, enfin, je veux dire, tu as travaillé avec ta ton enfant, Oui. et au sein, en train d'allaiter et en train de travailler en même temps. Donc je veux dire, pour moi, ça aussi, c'est du alors peut-être une prise de risque aussi de se lancer même sans chômage, c'est pareil, ça reste une prise de risque. De pouvoir travailler avec un enfant, c'est quand même quelque chose de résilience et d'adaptation et cetera. Donc tu as quand même, je pense, certains critères. C'est juste que peut-être tu les voyais pas comme, ce qu'on pouvait voir, dans le cosmos entrepreneurial à cette époque-là. Mais ouais, merci de partager cette image parce que je pense que ça va interpeller pas mal de monde. Et J'espère. je vais même rajouter aussi un truc que je pense très sincèrement que le fait justement que t'aies pas eu accès à tes allocations ou à des aides financières et tout, ça t'a plus facilement transformée en entrepreneuse parce que t'as dû chercher des solutions, t'as dû mettre en place des choses pour faire rentrer de l'argent parce que t'avais besoin de vivre, tu vois, tout Mmh. simplement. Et je vais prendre mon exemple en parallèle. Moi, j'ai eu un licenciement éco pendant le Covid et tout, donc effectivement, j'ai eu des allocations pendant, ça a duré 2 ans et demi, quelque chose comme ça. Et en fait, ok, j'ai mis en place des trucs et tout, mais je me suis aussi vachement appuyée sur ces allocs en me disant, bon, ben, en fait, si ça marche pas au début, c'est pas très très grave en soi, puisque je sais que j'avais un petit matelas de sécurité. Et en fait, c'est que quand j'ai plus eu accès à mes droits au chômage, que là, je me suis sorti vraiment les doigts du et que moi,
j'estime avoir passé ce cap d'être devenue vraiment entrepreneuse, tu vois. Donc, je pense que l'un dans l'autre, même si c'était peut-être pas ta vision d'être entrepreneuse, tu l'étais déjà bien comme il faut et peut-être même plus que la majorité des gens. Bah, c'est vrai, et dans cette vidéo que j'ai sortie, en fait, ce que j'explique, c'est que parfois on peut se raconter des mensonges, et je me racontais des mensonges. En fait, on a tellement l'impression que je me suis convaincue, en fait, que je n'étais pas entrepreneuse, ce qui fait que je ne voyais aucun signe. Tout ce que je faisais montrait que j'étais une entrepreneuse, mais j'étais tellement convaincue que je n'étais pas entrepreneuse que je ne les voyais pas, en fait, tout simplement. Alors que pourtant, on en parlera tout au long de mon chemin. Il y a plein de choses qui ont montré que j'étais résiliente, qui ont montré que j'ai dû prendre ma casquette d'entrepreneuse, j'ai dû prendre des risques, etc. Mais c'était juste le gros voile. Et j'aime bien de plus en plus parler de ce côté-là de moi, parce que je crois que beaucoup de personnes me perçoivent comme l'archétype de l'entrepreneuse, parce que je fais comme si, enfin, je le fais. Mais du coup, il y a peut-être des personnes qui se projettent pas dans ce rôle-là parce qu'ils se disent que c'est pas pour eux, parce que justement, ils se voient pas un peu comme moi. En fait, ça me permet de dire, mais en fait, c'est possible. C'est possible de vivre un entrepreneuriat qui est peut-être différent de ce que tu vois, et ne te fie pas que à ce qui crie plus fort, quoi. C'est clair. Et puis en plus, tu peux être entrepreneur et adorer le salariat aussi, tu vois, c'est pas compatible. Il y a des gens pas mal de personnes qui sont entrepreneurs et qui ont un CDI, etc. et pour qui ça se passe très bien. En fait, c'est ça, c'est sortir de cette image très carrée de un entrepreneur, c'est ça. Et si toi, t'aimes le salariat, bah non, t'es pas un vrai entrepreneur Mais c'est clair que c'est pas évident, et c'est aussi pour ça, je pense qu'on milite, entre guillemets, avec Lise pour montrer, non, il n'y a pas qu'une voie, il n'y a pas qu'une seule réussite, il n'y a pas qu'une seule manière de gérer son business et d'avancer. Et donc, c'est trop bien d'entendre ce genre d'histoire et de témoignages. Ok, donc trop bien. Donc ces lancements-là, donc la formation, elle a été abandonnée pendant plus d'1 an et demi par traumatisme, clairement. Ouais. Et du coup, tu nous as parlé d'un oula, quel accent, la vache, un membership, voilà. Waouh. Donc d'un fameux membership, et je crois qu'il s'est arrêté, si je dis pas de bêtises. Ouais. Ça a été quoi justement le cheminement de ce membership? Raconte-nous un peu tout ça. Alors maintenant que, en fait, je me suis rappelée du coup que j'avais quand même fait une autre masterclass entre-temps, donc j'ai pas... tu vois, je me suis rappelée, donc il y a eu un autre échec entre-temps, parce que lors de cette masterclass, j'ai encore pas vendu, et je crois qu'en tout, j'ai dû vendre, pareil sur le lancement, 2-3 ventes à côté, et pas sur la masterclass, et j'ai fini par me dire, mais c'est pas pour moi, les masterclass, c'est pas possible, je n'arrive pas à convertir lors des masterclass. Et du coup, j'ai commencé à me dire quel format. En attendant, comme il faut quand même des revenus, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai continué les individuels, les accompagnements individuels, à faire des coachings en one-to-one, en fait, pour continuer à vivre de mon activité. Mais je sentais que ça me lassait, en fait, et que je pouvais pas m'arrêter qu'à ça. Et j'ai fini par me dire, peut-être que c'est un autre format qu'il faudrait faire, et c'était à l'époque où les memberships étaient un peu tendance. Donc le fait d'avoir une communauté, le fait d'avoir un tarif un peu plus abordable. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai transformé ma formation j'ai changé le nom, rebranding. Le contenu était à peu près le même, avec bien sûr plus d'améliorations et tout, parce qu'entre-temps, j'avais appris plus de choses, etc. Donc ça s'appelait Momentum 101. Et le titre, attention, Momentum 101, je ferais quel traumatisme ce truc m'a donné, mais je me rappelle de moi dans un Airbnb à Montpellier avec des crises d'angoisse à cause de ce membership. Non mais vraiment. Du coup, j'ai lancé ce membership en me disant, ce sera un tarif accessible. Ça va permettre aux personnes, en fait, d'accéder à mon programme, d'accéder à des lives, en fait, et de pouvoir améliorer leur organisation, mais pas juste en suivant une formation, mais en ayant tout un écosystème avec des lives de planification, plein d'outils, en fait, pour leur permettre d'être organisés. Et sur le principe, je me suis dit, bon, allez, là, ça coûte c'était 67 € par mois. Il y avait ma présence, beaucoup de suivi. Pas d'engagement, parce que j'avais fait une formation aussi, hein. J'avais investi dans une formation pour faire un membership. Donc, normalement, sur le papier, tout était bon. J'ai fait une masterclass, et là, wow, première masterclass où ça convertit bien. Je crois que, parce que du coup, là, je me dis, je tiens quelque chose. Je crois qu'on finit par 28 membres. J'étais contente, c'était un premier lancement de membership, et c'était super. Je suis pas sûre pour le chiffre, mais en tout cas, j'étais contente. J'avais atteint un de mes objectifs, quoi.
Donc, je suis contente, le membership démarre, voilà, etc. Le premier mois, je fais les lives, je motive les troupes, etc. Vient la fin du premier mois où, en fait, c'est un membership sans engagement. Et là, la fin du premier mois, je vois 3 désabonnements. Et je sais pas pourquoi, mais je le vis très, très mal. Pour moi, on m'a trahi. Pour moi, c'est la fin du monde. Je vois même pas ceux qui sont restés, je ne vois que ces 3 personnes qui ont quitté. Pourquoi ils ont quitté? Pourquoi elles ont suivi la formation? Qu'est-ce qui se passe? Je remets toute ma vie en question. Je continue les lives et tout, je me dis, mais Marielle, c'est normal, les memberships, c'est comme ça, il n'y a pas d'engagement, il y a toujours des personnes qui viennent faire les curieux, qui consomment, qui partent. Deuxième mois, pareil, il y a des départs. Et comme en fait, j'avais pas prévu forcément de lancer tout le temps le membership, mais je me dis, mais si à chaque fin de mois, j'ai cette montée d'angoisse de me dire que quelqu'un va partir, est-ce que j'ai vraiment envie de ça dans mon quotidien? Quand je vous dis la scène de moi à Montpellier en train d'angoisser, c'est que la période des renouvellements d'abonnement allait arriver. Et à moi, je suis avec une amie, on est dans un Airbnb et je pleure parce que je me dis, parce que en fait, ce qui était bien, c'est que j'avais réussi avec ce membership à avoir presque 1800 € de revenus récurrents. C'était cool quand même pour une activité. Ça faisait entre 1000, je crois que entre 1000 ou 1500. Voilà, c'était ça. Donc je trouvais ça vraiment super. Mais sauf que à chaque fois qu'il y a des désabonnements, c'est ce revenu récurrent, il diminue et du coup, je remets tout en question, etc. Et ça générait chez moi des vraies angoisses, quoi. Je sais pas pourquoi c'était incontrôlable. Et le fait aussi, vous savez, le côté voir des désabonnements, tout de suite, je faisais le lien avec moi. Je me disais que j'étais nulle, que c'est parce que mon membership était nul, et je n'arrivais pas à prendre de la distance avec ça. Et puis, donc, il y avait ce facteur-là de désabonnement. Et puis après, il y avait aussi le facteur, mais en fait, j'avais l'impression que tous les mois, des gens attendaient quelque chose de moi, en fait. Le membership était devenu comme un bruit dans ma tête, un bruit de fond qui était constamment là. Je voulais que tout le monde aille bien. Comme je voulais pas que les gens se désabonnent, j'en donnais toujours plus. Et en fait, au bout d'un moment, je me suis dit, non, dans ce format, ok, Marielle, t'auras testé. Mais je crois que, ok, la formation en ligne, c'est pas ça, mais le membership, c'est toujours pas ça non plus. Tu vas devoir chercher autre chose. Et j'ai une petite question qui peut-être va te piquer un peu, mais du coup, en voyant justement ce même schéma se répéter de mois en mois, est-ce que tu t'es pas dit à un moment donné, plutôt que d'abandonner le principe du membership, est-ce que je mettrais pas en place un système d'engagement, par exemple, sur 3 mois minimum, ou est-ce que j'irais pas demander aux gens qui se désabonnent pourquoi ils se sont désabonnés, parce que c'était peut-être aussi potentiellement des raisons qui n'ont absolument rien à voir à toi, mais techniquement tu le sauras jamais si tu poses pas la question, tu vois. Est-ce que t'as pas eu ce genre de réflexion, Si. ou alors t'as pris la décision d'abandonner direct? Non, en fait, j'avais, comme mon truc était, comme je vous ai dit, j'ai suivi un programme. Donc, en fait, j'avais un questionnaire qui expliquait, qui demandait aux personnes, en fait, qui s'étaient désabonnées d'y répondre. Et à chaque fois, j'avais des raisons ça n'avait rien à voir avec mon programme, ni à moi, en fait, tu vois. Soit, il y en avait une qui disait que le format ne lui convenait pas, en fait, parce que voilà, et que, il y en a une qui disait, bah, j'ai suivi tout ton programme en un mois, c'est bon, j'ai eu ce que je voulais. Donc en fait, à chaque fois, c'était pas directement lié à ma personne, mais je pouvais pas m'empêcher d'avoir cette sensation qui était quand même là. Donc j'ai quand même mené l'enquête. Mais il y a aussi, ce qui pesait beaucoup aussi, c'était le poids du membership dans mon quotidien, je pense. Dans le choix, c'était au-delà des désabonnements que je vivais mal. C'est que c'était les gens payés, ceux qui étaient là, qui étaient abonnés, il fallait que je les serve. Et ça créait chez moi comme une absence de liberté, en fait, comme un truc qui m'oppressait. Et je pense que c'est plus ça qui a joué dans la balance, parce que j'aurais pu refaire un autre lancement et accueillir des nouveaux membres. Mais plus j'avançais et plus je me disais, mais en fait, ce format, ça me convient pas, en fait, de me dire que tous les mois, quelqu'un a payé et du coup, je dois servir quelque chose. Et en fait, voilà. Et en fait, mon aventure, on pourrait résumer Marielle qui essaye d'avoir un autre format que le coaching individuel. Et qui se plante et qui finit par trouver. Parce que j'ai fini par trouver, mais c'est quand même ça. Donc j'ai testé la formation en ligne, ok. Membership, non, toujours pas ça. Ouais, en fait, tu voulais qu'ils en aient pour leur argent, en fait. À chaque fois, t'as Exactement. cette pression de, bah, comme tu dis, ils payent 67 € par mois. Alors, ça reste un petit budget, mais ça peut être un budget quand même pour certains. Et du coup, il faut quand même que je fournisse ce pourquoi ils payent et qu'ils en aient pour leur argent et qu'ils soient contents et que
Et ça te demande aussi d'être présente à chaque fois, puisque tu disais qu'il y a des lives. Il y a Donc, des lives. Il y a des lives fallait chaque semaine. Ouais, chaque semaine, donc c'est énorme. En plus, ne serait-ce que pour ton équilibre peut-être perso aussi. Alors, peut-être que ça te mettait aussi de la pression par rapport à ta famille ou je sais pas trop, mais En vrai, c'était jouable parce ouais. que j'avais étudié ça avant de lancer l'offre. Mais plus j'avançais et plus je me disais que, en fait, c'était pas ce que je voulais vraiment, en fait. Et c'est bien, en fait, de tester et d'éliminer des options. Typiquement, aujourd'hui, je dirais jamais que les memberships, c'est une mauvaise idée, mais par contre, je me dis que si je refais un membership, je ferais quelque chose où je livre un produit, tu vois, enfin, je sais pas, livraison de quelque chose, soit en physique, soit en digital, mais plus de ma personne vraiment, vraiment, vraiment comme je faisais en live, etc. Parce que je pense que c'est ce qui générait chez moi du stress. Et au final, je pense que ce qui a vraiment joué, c'était plus le format que le désabonnement parce que j'aurais pu optimiser. J'aurais pu même, comme tu le disais, proposer une formule d'engagement. Il y avait même la possibilité de faire un abonnement, enfin, sur l'année et tout. Il y a plein de façons d'optimiser un membership, mais en fait, je me rends compte que ça me plaisait pas d'avoir une. Même aujourd'hui, tu sais, les communautés sont tendance, et je rechignais à en lancer une parce que, bah, en fait, je trouve que c'est quelque chose. Comme j'ai tendance à vraiment vouloir donner, à me dire, oh là là, ils sont là, il faut les occuper. Bah, en fait, ça reste comme un bruit de fond, et ça fit pas avec mes aspirations entrepreneuriales. Donc, du coup, j'ai préféré laisser tomber ce format-là, du coup, sans l'optimiser. Ça me fait penser au membership de Alex Martel. Je sais pas si il est encore d'actualité, mais justement, elle avait parlé de ça, que les memberships, ça crée une pression parce qu'il faut fournir, fournir, fournir. Et en fait, son membership s'appelle le Joyeux Chaos parce qu'elle l'a fait vraiment à son image de, bah en fait, en gros, je vous donnerai quand je vous donnerai. Alors, c'était vraiment pas cher, c'était 17 $ canadiens, donc c'était vraiment pas cher. Mais évidemment, elle en donnait, mais c'était des podcasts, des petits épisodes de podcasts, toute une communauté, voilà, sur Discord. Mais du coup, c'était pas trop impliquant pour elle. Elle avait pas à se creuser les méninges, toujours à donner des trucs énormes et tout à sa communauté. Et pour elle, ça lui permettait de pas avoir cette pression-là. Mais effectivement, c'est ce qu'elle disait. Sinon, je serais incapable de fournir comme ça parce que c'est une pression quand même. Faut être présent et faut donner, quoi. Exactement. Mais de manière générale, le membership, c'est un business model assez casse-gueule parce que effectivement, ça demande beaucoup d'investissement en termes, toi, de temps, de ce que tu vas y mettre, en termes de ressources, voilà, être présente peut-être en live, créer des supports, des choses comme ça. Mais c'est aussi casse-gueule d'un point de vue financier parce que, après, tout dépend le prix que tu vends ton membership. Mais généralement, on est sur des petits tarifs, quoi. Et du coup, il faut viser de la quantité et du coup, faire tout le temps rentrer des gens dans ton tunnel, tout le temps faire rentrer des gens dans ton membership pour justement essayer de s'en sortir financièrement. Et de plus en plus, effectivement, il y a eu un boom là ces dernières années sur les communautés, les systèmes d'abonnement mensuels, tout ça et tout. Sauf qu'en fait, on se rend compte qu'aujourd'hui, les seuls qui restent sur le marché, c'est ceux qui vendent un petit peu des memberships premium haut de gamme parce qu'ils ont leur rentabilité, ils n'ont pas besoin d'avoir beaucoup de membres et du coup ils peuvent mieux délivrer le membership en question et ils sont plus sereins à ce stade-là. Donc oui, le membership c'est un format qui est hyper cool parce que du coup il y a un système d'engagement à condition que les gens restent, mais c'est aussi très très casse-gueule selon moi. Ouais, ok. Donc on a abandonné le membership assez vite aussi. Et du coup, il se passe quoi derrière? Parce que Marielle, elle teste encore, encore. Et c'est quoi le point? Je continue les accompagnements individuels. Je fais un peu de formation d'entreprise aussi. Parce que j'ai été démarchée par des personnes et je me dis, bon, pourquoi pas. Et du coup, ça aussi, ça permet de générer du CA et tout. Et comme on facture à des entreprises, ça me permettait de facturer un peu plus. C'était très intéressant pour moi. Mais je savais que c'était pas... je pouvais pas me projeter juste comme ça en faisant un peu d'individuel alors que je sais que ça me plaît plus. Et espérer que certains... Parce que comme c'était pas une activité que j'avais vraiment... où j'étais intentionnelle pour les entreprises, ben du coup, c'était vraiment quand on me démarchait. Donc, je pouvais pas avoir un business model sur... espérer qu'on me démarche. Donc, je crois que là, c'est une grosse crise existentielle au point où je commence à regarder des offres d'emploi parce que je me dis que, ben, en fait, c'est peut-être pas pour moi. Je vous avais raconté un peu ce truc-là. Mais il s'avère qu'à chaque fois que j'ai eu ces périodes-là, ben, en fait, une opportunité arrive.
On dirait que l'entrepreneuriat me veut alors que moi, je veux pas être entrepreneuse. Parce que pour la petite histoire, en fait, moi, je voulais pas être entrepreneuse. Mon mari commençait à s'intéresser à ça. C'est lui qui m'a ambiancée et tout à me lancer. Et du coup, en fait, à chaque fois, j'avais l'impression que j'attendais le moment où j'allais dire, tu vois, c'est pas pour moi. Mais en fait, c'est jamais arrivé. C'est jamais arrivé. Et donc, pleine de doutes, je commence à me dire que peut-être que je vais chercher un emploi, etc. Et puis, je commence à observer le milieu entrepreneurial et ça m'était jamais venu à l'esprit de proposer des prestations de services, tu vois. Parce qu'en fait, il faut savoir que moi, j'étais chef de projet en amélioration continue. Euh, donc, et mon métier me plaisait pas mal. En fait, j'étais très épanouie dans mon métier. Donc, j'aimais bien tout ce qui était gestion de projet, process, structuration. C'est ce que je faisais au quotidien. Donc là, je m'étais spécialisée dans l'organisation perso, mais j'avais pas touché à l'organisation business, etc. Et je commence à me documenter autour de ça. Je papote avec une amie entrepreneuse freelance, Sonia Le Rambourg. Voilà. Et je lui explique que là, je suis dans un carrefour de ma vie entrepreneuriale et que vraiment, je me demande si je vais vraiment continuer, quoi. Et je pleurais. Pour le coup, quand je disais que je pleurais parce qu'en fait, ça me mettait dans l'insécurité du mois d'après. Parce que si je voulais vraiment continuer à financer ma vie, il fallait que je trouve des coachings individuels. Mais sauf que j'avais la flemme de trouver des coachings individuels parce que j'avais la flemme de tout. Mais en même temps, je peux pas me permettre d'avoir la flemme parce qu'il faut que je gagne mon activité. Donc en fait, c'était chiant. Et j'avais envie de paix. Et je cherchais en fait... la paix peut-être à travers un petit CDI, etc. Et je commence à parler avec elle et elle me dit « Mais toi, tu as un profil intégrateur et tout. » Elle commence à me parler des profils visionnaires intégrateurs et je commence à me documenter autour de ça. Elle me dit « Mais tu serais une super OBM. » Et là, je découvre un métier, je découvre un profil, un monde s'ouvre à moi. Et là, j'ai un déclic et je me dis « Mais Marielle, c'est vrai. » Tout le monde te dit que, tu sais, c'était la hype où il y a plein de gens qui te disent de ne pas vendre ton temps, alors que moi, ça me dérange pas du tout, tu vois, de vendre mon temps. Moi, ce que je veux, c'est kiffer, avoir de la flexibilité, mais faire quelque chose qui me plaît. Et là, elle me parle d'un métier qui ressemble un peu à ce que je faisais, mais où je peux être beaucoup mieux payée que ce que je faisais avant, et où c'est pas le truc où je vais devoir me former forcément parce que j'ai le bagage pour. Et là, je crois que je tiens un truc. Là, je tiens un truc, c'est fin 2021, je crois. Ouais, fin 2021, je tiens un truc et je commence à en parler dans mon réseau. Et donc, le métier d'online business manager s'offre à moi. En fait, je le découvre. C'est le fait de faire des prestations autour de la gestion de projet, du management et tout. Donc voilà. J'en parle dans mon réseau. Et il y a une entrepreneuse qui a besoin d'une OBM. Et comme elle me connaissait, elle me dit, je te prends 3 jours par semaine. C'est quoi ton prix? Je donne mon prix, elle accepte, et là, que demande le peuple? Que demande le peuple? Parce que du coup, je me retrouve avec, je crois qu'à l'époque, c'était près de 3400 € par mois. Enfin, voilà. C'était ma première facture d'OBM, c'était ça. Parce que j'avais fait une ouais, c'était un peu plus de 3000 €. Voilà, entre 2800, parce que là, je dis peut-être des chiffres qui sont faux, hein, faites pas vos calculs, parce que franchement, tout n'est pas clair dans ma tête, mais c'était un revenu vraiment, tu pouvais... c'est pour quelqu'un qui vient de démarrer une activité en freelance, bah en fait, c'est génial, quoi. Et je bosse avec elle, et je commence mon activité avec elle, et là, ouais, c'est vraiment ce qui me... En fait, ça me plaît. J'arrête pas ici, on avançait, hein, je continue à communiquer autour de ça parce qu'il y a quand même une communauté de 9000 personnes qui étaient là. Je me suis dit, allez, c'est pas rien. Donc, tu continues à communiquer là-dessus. J'ai mélangé les deux casquettes, en fait, ce qui fait que, en fait, j'aidais les personnes, mais aussi, du coup, à structurer les entreprises. J'ai décidé d'avoir les deux casquettes, freelance et formation. Parce que oui, du coup, la formation qui était rattachée au membership, j'ai commencé à la vendre à part. Mais sans faire de masterclass, juste je la vendais comme ça à part. Et donc du coup j'étais freelance et infopreneur en même temps et là j'ai vécu ma meilleure vie. Ça a commencé en septembre 2021, septembre ou octobre 2021. C'est trop bien. C'était la révélation, quoi. La révélation. J'ai arrêté les coachings individuels parce que du coup j'ai compris que je pouvais avoir un seul client ou 2 ou 3 qui me ramenaient plus et avec qui je kiffais parce que c'était pas, en fait, ce qui me gênait dans le coaching individuel, c'est qu'à force c'était trop redondant, en fait, j'aurais répété tout le temps les mêmes choses
Et je pense qu'il y a certaines personnes qui sont appelées à faire ça, qui aiment ça. Mais moi, c'était pas mon truc. Et là, en fait, c'était de la prestation de service où je faisais des choses différentes à chaque fois. J'apportais une aide concrète à un entrepreneur. Je voyais le fruit de mon travail. Ça avait du sens. Ça retrouvait un peu ce que j'aimais quand j'étais salariée. C'était pas du salariat. J'avais de la flexibilité. Je pouvais travailler comme je voulais. Et en fait, c'était super pour moi, en fait, ce format-là. Et je commençais à me dire, je tiens un truc. En plus, ce métier, je le kiffe. Il n'est pas encore hyper connu dans la francophonie. Donc, en plus, il y a beaucoup de choses à faire. Et du coup, voilà, ça a commencé comme ça. Comme quoi, il faut arrêter d'écouter tout ce qu'on nous dit sur les réseaux sociaux, de faire ci, de faire ci, de faire ça. Le mieux, c'est de tester ce qui existe et de trouver ce qui nous convient le mieux. Toi, t'as mis peut-être du coup l'équivalent de 2 ans pour trouver vraiment ta voie, mais aujourd'hui, arrête-moi si je me trompe, mais tu vis ta best life, entre guillemets, de ce que je comprends. Donc voilà, faut avoir l'envie de tester des choses, accepter que des fois on se prend des bâches et puis des fois on fait des choses, ça marche pas comme on veut, etc. Mais si tu testes pas, si tu n'oses pas, tu sauras pas si ça te plaît ou pas. Ouais, carrément. Ça a été clairement ça. Trop bien. Et du coup, est-ce qu'il y a eu des looses depuis ce lancement en OBM? Parce que c'est génial déjà d'avoir eu cette révélation et que ce soit la best life et tout, et effectivement de faire ce que t'aimes et en plus ça te rapporte plus et tu prends plus de kiff dans ce que tu fais. Mais est-ce qu'il y a eu quand même quelques looses sur ce chemin-là ou quelques obstacles? Alors oui, typiquement, cette cliente, au bout de 3 mois ou 4, elle a des défis perso et le contrat s'arrête. Le contrat s'arrête alors que j'ai commencé à mettre moins d'efforts dans tous les à côté parce que j'étais un peu dans ma petite je me repose enfin. J'ai pas besoin de démarcher, j'ai pas besoin de faire de trucs. Et là, elle m'annonce que c'est la fin. Et dans la foulée, j'apprends que je vais attendre un bébé. C'était la fin 2021, entre décembre et janvier. Et là, clairement, je recommence à chercher un emploi. Parce que du coup, c'était la seule cliente que t'avais à ce moment-là ou t'avais d'autres petits clients à côté? Non, j'ai gardé qu'elle et je vendais les formations en ligne à côté, mais pas intentionnellement, tu vois, j'étais pas à fond. Je me disais que j'allais prendre le temps de remettre tout ça à plat, de construire mon activité d'OBM, de faire ma main avec elle voilà, je me disais que j'allais avoir le temps. En fait, j'ai jamais eu le temps. Et ce qui s'est passé, du coup, comme je vous ai dit, le salariat ne veut plus de moi, j'ai l'impression. J'ai pas eu l'opportunité de postuler, rien. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai parlé de ma situation à Aline. Elle m'a dit, écoute, on va sortir la BSB là, et on a besoin de renfort technique. Est-ce que tu es chaude pour être assistante sur le lancement? Et j'ai dit oui. J'ai dit oui, et voilà. Ce qui fait que pendant 2 mois ou 3 mois, j'ai travaillé avec Aline, Sonia et tout pour le lancement de la BSB Academy. Et c'est ça qui m'a permis de rebondir après la perte de ce contrat-là. Et pendant cette période-là, en fait, j'étais sur mon premier trimestre de grossesse, donc j'ai même pas pu être hyper proactive. C'est vraiment une période où j'ai eu du mal parce que mon premier trimestre de grossesse était difficile, je vomissais tout le temps. J'ai fini par l'annoncer à Aline et elle me dit mais toi, mais c'est trop drôle tout ce qui se passe. Enfin, c'était pas marrant, mais entre les lives où j'étais en PLS parce que j'avais juste vomi toute la nuit, mais j'essayais de tenir bon. Et heureusement, elles ont été géniales. Et en fait, du coup, j'ai pu aller au bout de la mission. Et entre-temps, en fait, j'ai été démarchée par Pauline Sarda, avec qui j'ai commencé à travailler. J'ai prospecté aussi, donc j'ai eu d'autres clients en tant qu'OBM. Donc c'est là où voilà, j'ai commencé à avoir des clients en OBM, j'ai proposé plus de services en tant qu'OBM et j'ai pu rebondir en fait. J'ai profité, mais c'était pas simple parce que entre les symptômes de grossesse, la peur de ne pas y arriver maintenant qu'il y a un petit bébé en moi et tout, donc le besoin de sécurité qui était très fort, etc. Franchement, c'est vraiment l'aventure entrepreneuriale, c'est là où j'ai vraiment expérimenté la foi. Genre vraiment la foi, la vraie foi. Parce que pour le coup, il y avait des moments où je savais pas de quoi allait être fait juste le mois d'après, quoi. Il faut accepter d'avancer comme ça. Et ça a commencé à se stabiliser finalement pendant ma grossesse parce que j'ai commencé à avoir plusieurs clients en tant qu'OBM et à mieux m'en sortir du coup.
Et est-ce que du coup, là, le fait de repartir sur un poste d'assistante le temps de la BSB, est-ce que t'as pas eu un problème d'ego sur le fait de je veux être OBM, je veux gérer des projets, je veux potentiellement manager des choses comme ça et tout, et là je suis obligée de repartir sur un poste plus dans l'opérationnel, un peu plus bas entre guillemets dans la hiérarchie, alors sans dénigrer le métier d'assistante, ça c'est pas du tout l'intention, mais du coup est-ce que le fait de régresser quelque part, ça t'a pas frustré ou touché ton ego particulièrement? Pas du tout. En fait, je me suis dit que ça va être génial d'être dans une école comme la BSB. C'est des gros lancements. Ça m'a permis d'apprendre de Sonia, d'apprendre des coulisses, de découvrir leur process et tout. En plus, j'avais besoin et franchement, je sais pas si j'ai peu d'ego, mais ça m'a pas gêné du tout en fait. Pour moi, c'était une mission comme une autre. La facturation était différente, donc c'est vrai que je l'ai un peu senti parce que du coup, c'était pas une facturation d'OBM. Mais à part ça, c'était juste génial et je l'ai pas mal vécu pour le coup. Mais je pense que c'est lié à mon profil qui aime bien apprendre et qui est pas. OK. Et du coup, parce que ouais, c'est ça. Alors, les étoiles se sont alignées quand même pendant ta grossesse, parce que sinon, ça aurait pu être un peu plus problématique si tu avais pas ces clients, enfin, la BSB plus les clients qui ont fini par arriver, etc. Donc, je comprends l'idée de, ouais, là, j'ai compris le principe de foi et que, et que ça, en tout cas, ça te l'a bien rendu, visiblement. Mmh. Mais c'est vrai que comment tu fais quand tu te lances dans un nouveau métier, quand même, enfin, voilà, ouais, un nouveau métier, que tu es enceinte et même après quand tu es maman, comment tu fais pour gérer tout ça? Parce que, il y a peut-être aussi des mamans ou futures mamans qui nous écoutent. Ça est-ce que ça a pas été un peu complexe, un peu stressant? Tu nous as dit ce besoin de sécurité plus, en sachant qu'il y a un bébé qui arrive. Comment tu as géré un peu tout ça? Ben, je pense que j'ai commencé par c'est Pauline avec qui je travaille, elle est géniale pour ça. En fait, elle m'a aidée à c'est un des podcasts qu'elle a fait, je crois, elle expliquait que ce besoin de sécurité que je cherchais en fait, que beaucoup peut-être on cherche en fait, et il arrive pas forcément. J'ai fini par faire un deuil de ça, mais par contre, elle expliquait qu'on pouvait mettre en place des choses pour nous aider à naviguer au mieux en fait dans l'entrepreneuriat malgré cette insécurité. Donc le fait de travailler sur sa trésorerie, d'avoir un prévisionnel, de faire des choses. Donc en fait, durant toute ma grossesse, j'ai commencé à travailler sur ces éléments-là. J'ai arrêté de mettre tous mes œufs dans le même panier. Par exemple, aujourd'hui, parce qu'entre-temps, j'ai lancé aussi le projet OBM, mais en fait, tu vois, j'ai 3 sources de revenus. Et ça contribue au fait que ben ça m'apaise un peu plus, même si on ne sait pas du tout de quoi l'avenir est fait quand même, ça reste la réalité, mais je sais que ça contribue à m'apaiser pas mal. Je suis devenue maman et j'ai décidé, en fait, j'entreprenais pour ça, donc j'ai décidé de le garder avec moi pendant 1 an. Au final, il est resté 1 an et demi, voire même 2 ans. Au début, c'était voulu, après, c'était un peu subi. Pas un peu subi, mais c'est parce qu'il n'y avait pas de place, etc. C'était vraiment galère pour moi. Et je pense qu'il faut vraiment lâcher prise sur beaucoup de choses. Comme je suis dans le domaine, je pense que ça m'a beaucoup aidée parce que je suis dans le domaine de l'organisation de la productivité pardon, mais j'ai toujours eu une vision très flexible et pas rigide de ça. Par exemple, j'ai travaillé avec mon fils, mais à aucun moment je me suis mis une certaine pression. Je savais que c'était lui qui était un peu maître de mon agenda. Donc je travaillais pendant sa sieste, je travaillais le soir, je travaillais quand je pouvais. J'étais en mode un jour à la fois. Et à chaque jour suffit sa peine. Voilà, c'était ça. C'était à chaque jour suffit sa peine. Ok, à quelle sauce on va être mangé aujourd'hui? Oh, parce que... Et j'ai fait comme ça. J'ai eu la chance d'avoir des clientes qui étaient top, tu vois, parce que je travaillais, il y a des réunions que je faisais avec mon fils en porte-bébé, des trucs comme ça. C'est ça aussi l'entrepreneuriat, tu vois. Je sais pas si ce serait passé dans un contexte salariat, je sais pas trop. Mais tu vois, c'est un peu ça aussi que j'ai kiffé, c'est que je me prenais pas trop la tête. J'étais... ouais, j'ai fait au mieux. Je sais que bah, c'est une aventure pas simple. Et quand je parle de mon histoire, je sais que ça s'est plutôt bien passé au final avec mon fils. Parce que ben, cette année-là, j'ai fait l'un de mes meilleurs chiffres d'affaires quand même avec mon bébé. Mais quand je raconte cette histoire, j'essaye toujours de tempérer parce que je veux pas qu'une personne qui m'écoute se dise bah, en fait, je vais faire pareil et je vais avoir les mêmes résultats. Vous avez vu tous les échecs que j'ai eu avant. Moi, j'ai eu le temps de capitaliser sur plein de choses, en fait. Plein d'erreurs que j'avais faites, que je n'ai plus refait. J'ai été plus stratégique. J'ai eu plus de recul. J'ai eu des ressources autour de moi que certains n'ont peut-être pas. Et en fait, quand on entend la réussite de quelqu'un dans un domaine
précis, c'est toujours bien de revenir à son propre contexte et comparer ce qui est comparable. Moi, c'est vrai que ça n'a pas été terrible. Il y a des jours où c'était compliqué, des jours où c'était génial, mais c'était l'une des meilleures périodes de ma vie parce que du coup, ben, j'ai pu voir mon fils grandir, j'étais aux coulisses de tout, j'ai allaité pendant 21 mois. Je pense que ça m'a beaucoup aidé parce que ben, il y a beaucoup de femmes qui doivent mettre fin à leur allaitement parce que ben, c'est pas simple de faire garder, de tirer son lait. Moi, au final, bah, j'ai pu faire ça et c'est vrai que ça m'a permis de vivre plein de belles choses. Ça donne de l'espoir, c'est cool. Trop bien. Et du coup, est-ce que tu aurais un conseil justement, bah, là tu viens de me dire déjà un petit peu éviter de se comparer ou en tout cas comparer par rapport à notre propre contexte et où on en est et ce qui s'est passé pour la personne avant de se dire ah bah si moi, enfin si elle a réussi comme ça, bah moi je vais réussir comme ça aussi et ça va se passer sans encombre. Est-ce que tu aurais un autre conseil, alors peut-être organisationnel ou mindset pour justement aider à surmonter les échecs, les obstacles, ou peut-être pas s'obstiner sur des trucs où on voit que ça ne nous convient pas. Est-ce qu'il y a voilà, un dernier petit conseil pour la route? Je peux en donner deux. Tu peux. Alors, moi, il y a deux leçons que je garde précieusement, en tout cas, de ces années. C'est 4 ans, ouais. 4 ans, bientôt 5 d'entrepreneuriat, alors de celles qui ne pensaient pas être entrepreneuses. Euh, le premier, c'est que vraiment, c'est la mentalité du marathonien. Ça, c'est vraiment un truc qui m'a frappée. Pour tout vous dire, on était une cohorte de 10 entrepreneuses lors de la première cohorte de la BSB. Et aujourd'hui, pour la plupart, bah, je crois que je suis l'une des seules qui continue à entreprendre. Je crois qu'il y en a qui ont gardé une activité à côté de leur salariat. Mais, et pourtant, c'est des filles qui ont eu des gros résultats, qui ont fait des gros lancements, etc. Mais en fait, c'est là qu'on se dit que... Et à l'époque, peut-être que j'aurais pu me comparer et me dire, bah, en fait, voilà, c'est ça, ce sont des vraies entrepreneuses. Mais en fait, il y a une différence entre courir un sprint où on veut des résultats tout de suite, etc. Et on veut et du coup, bah, on veut faire des gros lancements, etc. C'est ok de vouloir ça. Mais si on joue à un jeu à long terme, il faut accepter en fait de courir un marathon et ça veut dire optimiser son énergie, toujours penser à long terme, la méthode des petits pas, amélioration continue. En fait, vraiment se dire que parfois la croissance, ça peut être lent. Moi, je sais que je suis pas celle qui a eu une croissance exponentielle directement. J'ai d'ailleurs fait peu de lancements avec un gros CA. Mais voilà, j'entreprends quand même depuis 5 ans presque et voilà, je vis vraiment de mon activité. Donc c'est pour donner une image en fait un peu différente de ce qu'on peut penser. Parce que ben, je pense que c'est pas qu'il y a que ça comme modèle, mais c'est ceux qu'on entend le plus souvent. Et donc on peut imaginer que c'est pas possible. Mais il y a plein d'entrepreneuses qui vivent leur entrepreneuriat différemment. Donc vraiment sprint et marathon, l'entrepreneuriat c'est un marathon. Et le deuxième, c'est vraiment garder en tête sa propre définition de la réussite. Parce qu'au final, je pense que c'est ce qui m'a toujours préservé de rentrer dans une comparaison toxique. Aujourd'hui, quand je regarde des entrepreneuses qui vont avoir peut-être des gros succès avec le million, etc., quand j'entends leur quotidien, ça me fait pas envie du tout. Et je préfère revenir à mes propres objectifs, je préfère gagner peut-être un peu moins et ne rien manquer de ce que je fais avec mes proches, kiffer mes week-ends, en fait, vivre ma vie comme je l'entends plutôt que de poursuivre un objectif qui n'est pas le mien et d'avoir des conséquences que je n'assume pas parce que c'est pas ce à quoi j'aspire. Et je crois vraiment que ces personnes, c'est pas qu'elles sont dans l'erreur, mais quand je les entends, c'est vraiment des personnes passionnées qui peuvent, qui font ça naturellement, ça les anime. Alors attention, parce que bah la santé c'est quand même important et il faut pas se mettre dans tous les états non plus. Mais c'est que vraiment, je crois qu'il y a différents types d'entrepreneurs et c'est important de se demander c'est quoi ma définition de la réussite pour faire en sorte d'aligner son business model et son quotidien à tout ça. C'est marrant, on en parlait sur un autre épisode de podcast, je me souviens plus avec qui, peut-être Clem tu me diras, mais justement que en fait aujourd'hui sur les réseaux sociaux, t'en as plein qui te vendent la croissance rapide, qui te vendent monts et merveilles parce que l'entrepreneuriat c'est merveilleux, tu fais ce que tu veux, t'es flexible, t'es libre, etc. Sauf que forcément derrière ça implique potentiellement des sacrifices, et si t'es pas ok avec ça sert à rien de courir ce rêve-là parce que c'est pas le tien tout simplement, donc d'où l'importance d'avoir un pourquoi ou une vision très forte de ce que tu veux toi réellement et juste pour conclure entre guillemets cet épisode et boucler la boucle, est-ce qu'aujourd'hui tu te considères comme une entrepreneuse?
Suspense. La suite dans le prochain épisode. Non, je rigole. Oui. Je me considère comme une entrepreneuse. Et du coup, ça veut dire que aujourd'hui, tu vois, typiquement le fait de ne pas me considérer comme une entrepreneuse, ça a créé vraiment des croyances limitantes chez moi, au point de faire des stratégies pour jamais dépasser le seuil de CA pour passer en société, des trucs comme ça en fait. Et là, faut que j'arrête et que voilà, faut que je rentre dans la cour des grands là. Faut que je sorte de mon bocal et que j'aille dans l'océan. Faut accepter que tu es une entrepreneuse et qu'en vrai ça marche bien et que tu as le droit que ça marche bien aussi. Oui. Ok, parfait. Ça nous fera encore une fois un épisode de Que sont-ils devenus où on saura si Marielle a sauté dans le grand bain. Parfait. Non mais trop bien. On attend de voir ça avec impatience alors du coup. Et de voir que tu es devenue l'entrepreneuse, mais ta version de l'entrepreneuriat. Et ça, je pense que c'est bien aussi, ça rejoint ce que vous disiez, mais voilà, la réussite, ta version de la réussite, ta version de l'entrepreneuriat, quel entrepreneur tu as envie d'être et qu'il n'y a pas qu'un seul profil à suivre corps et âme. Trop bien. Merci beaucoup, Marielle. Donc toi, on te retrouve sur Instagram sur Et si on avançait ? Exactement. Est-ce qu'on te retrouve ailleurs ou des endroits à te suivre absolument ? Maintenant que je suis vraiment entrepreneuse, je me mets à lancer plein de projets parce que j'ai créé un programme aussi pour former des OBM. Donc j'ai 2 podcasts, Et si on avançait et le podcast des OBM. J'ai 2 comptes Instagram du coup, Et si on avançait et @projet.obm. Ce sont mes 2 projets sur lesquels on me retrouve. LinkedIn, j'ai essayé, mais franchement, ajoutez-moi si vous voulez pour agrandir votre réseau, mais je vais vous répondre tous les 10 jours. Allez, 10 jours, je suis gentille, mais vraiment, j'ai du mal. J'essaye, mais je pense que j'ai tiré un trait. Mais voilà. Ça marche, c'est déjà pas mal. On a déjà pas mal d'endroits sur lesquels te joindre, donc ça ira bien. Merci beaucoup, Marielle, pour ce témoignage tout en authenticité et une autre vision de l'entrepreneuriat. Merci à vous. Merci. Si l'épisode t'a plu, partage-le à tes potes en galère et dis-nous qui tu aimerais découvrir sur ce podcast. Nous, on se retrouve la semaine prochaine et rappelle-toi, c'est pas parce que t'as la loose que t'auras pas de flouze. #DropTheMic. Mais qu'est-ce que tu fous ? T'es encore là ?